Alors le contexte dans lequel je travaille, c'est une école de formation des maîtres qui se destine à l'enseignement primaire, secondaire 1 et secondaire 2. Donc ce sont des étudiants qui, pour une partie, ont fait des études universitaires et pour l'autre pas. Et un des cours que je donne consiste à travailler l'intégration des MITIC, médias et technologies d'information et communication, en classe. Donc ils doivent choisir un jeu pour travailler une des disciplines qu'ils enseignent. Et en général, moi, je leur laisse le choix libre du jeu qu'ils souhaitent utiliser. Et puis, on travaille sur, après, les objectifs pédagogiques qui doivent, bien sûr, correspondre à des objectifs de notre plan d'études. Alors, moi, j'ai plutôt choisi de travailler non pas sur les serious games, mais sur le serious gaming. Là, j'essaie de donner un petit exemple de définition un petit peu de serious game. C'est un jeu qui va combiner des aspects ludiques avec des objectifs sérieux. Dans les objectifs sérieux, il y a bien sûr communiquer, générer des apprentissages, y avoir même influencer. Les jeux publicitaires, c'est des serious games aussi. Les jeux de propagande aussi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on s'est orienté vers du serious gaming plutôt que des serious games? C'est parce que dans certaines disciplines, notamment les langues, on n'avait pas trouvé de serious games ou de jeux éducatifs qui nous étaient suffisamment intéressants, surtout pour le secondaire 2, donc pour les élèves à partir de 15-16 ans, et pour le travail sur l'écriture créative. Donc il y a des domaines où il y a beaucoup de serious games intéressants, comme vous dites dans les sciences, dans les technologies, tout ce qui concerne l'écologie et le climat, il y a déjà des jeux très très intéressants, mais il y a certaines disciplines où on ne trouvait vraiment pas de jeux à notre convenance. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers le détournement, je dirais, de jeux commerciaux ou de jeux non éducatifs pour en faire des activités pédagogiques. Alors comment faire? Eh bien, on forçait ou on demandait aux étudiants de créer leur propre scénario pédagogique et d'utiliser le jeu plutôt comme un matériau que comme une fin en soi, donc de ne pas forcément prendre les objectifs internes du jeu proposés par le jeu lui-même, mais ils devaient trouver des consignes et des objectifs qui leur étaient propres, les donner aux élèves pour qu'ensuite l'activité ludique devienne une activité pédagogique. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent que l'usage classique des jeux. Et j'ai essayé de faire une toute petite typologie avant d'arriver à la question de la logique algorithmique, ça c'est pour la fin, le pire est pour la fin. Une petite typologie de façon dont on peut détourner les jeux. Alors on peut, dans une première étape très simple, on peut déjà utiliser le contenu du jeu simplement comme un matériau de réflexion sur un domaine ou sur un sujet particulier. Là, typiquement, on a beaucoup de jeux de gestion qui parlent par exemple du fonctionnement d'une ferme, qui parlent du fonctionnement d'un système, où on peut à la fois apprendre des choses sur le type de système en question ou sur le fonctionnement même du système. Ça, c'est un premier type de détournement. Mais à un deuxième niveau, on peut utiliser cette fois-ci l'expérience du jeu, l'expérience que fait le joueur, comme matériau pour développer. Ici, c'était dans l'enseignement des langues, les compétences d'expression de l'élève. Alors, comment est-ce qu'on fait? Là, c'est un exemple d'une enseignante d'anglais au secondaire 2 qui a utilisé le jeu de journée. Et donc, il y a un jeu très ouvert où il n'y a pas d'objectif qui est donné, il n'y a pas de récompense. C'est une sorte de voyage dans un univers imaginaire avec on rencontre des personnages, des paysages qui ne sont jamais vus, qui ne sont pas du tout réalistes, qui sont plutôt de l'ordre du fantastique. Pourquoi est-ce qu'elle a utilisé ce jeu-là? Eh bien, parce qu'elle travaillait justement sur le voyage de découverte. Et l'idée, c'était de faire écrire un récit de voyage à ses élèves, sauf qu'on ne pouvait pas les envoyer dans une contrée inconnue qu'ils n'ont jamais vue. Donc, on les envoyait voyager dans le jeu par groupe, et ça durait 1 heure. Et ensuite, ils devaient chacun écrire un récit de voyage. De cette expérience, ce qui était intéressant, c'est que justement, c'est un pays avec des objets, des couleurs, des formes qui ne sont pas du tout familières. Donc là, on utilise vraiment l'expérience du jeu comme base pour un travail d'écriture créative, pour les mettre un peu dans la même situation qu'un explorateur qui partait voyager, découvrir des choses qu'il n'avait jamais vues et qui devait ensuite le communiquer à d'autres. Puis ensuite, on compare les différentes productions. Là, les élèves devaient faire ça dans le cours d'anglais. Donc on comparait tous les différents textes. Ils avaient bien sûr reçu une introduction à qu'est-ce que c'est qu'un récit de voyage, quels sont les différents points de vue possibles, les différents types de descriptions qu'on peut faire, réalistes, symboliques, etc. Et puis ils apprenaient à décrire des choses qu'en général on n'apprend pas forcément dans les travaux d'écriture du français, à décrire des mouvements, des déplacements dans l'espace, des choses qui sont liées aux 3 dimensions notamment. Donc créer du sens à partir d'une expérience de jeu. Un petit exemple, là, le texte va être publié dans la revue Jeunes et Médias au mois de septembre. Il y aura un petit dossier sur les jeux pédagogiques. Un troisième niveau possible, c'est d'utiliser le jeu, cette fois-ci, pour représenter une création de l'élève.
alors ici on est toujours dans les langues, hein, c'était représenter une histoire ou un récit que l'élève a écrit, et on utilise le jeu comme outil de représentation et de mise en scène. C'est encore une autre façon. Et là, on peut utiliser tous les jeux où on a la possibilité d'animer des personnages, de les déplacer dans des décors. Évidemment, il y avait les Sims. Bien sûr, là, on ne peut pas parler dans le jeu, donc il fallait trouver un moyen d'enregistrer par-dessus les petites scénettes qu'on faisait jouer aux personnages. Donc on enregistrait la voix dans l'ordinateur pour faire les dialogues en plus. Donc là, on utilise les personnages un peu comme des marionnettes ou bien comme des acteurs, en fait. L'élève est plutôt dans la posture d'un metteur en scène qui prend un texte qu'il va devoir interpréter pour le mettre en image et le mettre en image animé, en mouvement. Donc c'est encore un autre type d'activité. Puis maintenant, il y a plein de petites applications, surtout sur l'iPad, qui permettent de faire ça. Telagami, Puppet Pulse, pour les tout petits déjà, où on anime des personnages, puis on peut s'enregistrer et on crée ainsi son petit film, sa petite histoire ou sa petite vidéo. Ça devient de plus en plus simple. Et puis là, évidemment, il y a tout on apprend à passer d'un média à l'autre, hein, du texte au média animé. Et puis, un quatrième type possible de détournement d'un jeu, c'est d'utiliser le jeu comme lieu de production d'objets ou d'espace dans une simulation des 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va tester et découvrir ou imaginer des constructions possibles et on va utiliser le lieu du jeu pour aller créer des simulations de 3 dimensions. Là, vous pensez évidemment au même jeu que moi, vous pensez à Minecraft, qui permet d'aller construire des lieux, des bâtiments, des jardins, où là, on va pouvoir tester, par exemple, le passage du plan, si on travaille sur l'architecture ou sur la géométrie, le passage du plan à la 3 dimensions. Mais on peut faire également beaucoup d'activités pédagogiques qui sont liées à comment je transmets, par exemple, un système de coordonnées, comment j'explique à quelqu'un comment j'ai construit cette maison, par exemple. Hein, donc ça fait travailler toutes les capacités de communication et de transfert des éléments qui sont liés aux 3 dimensions. Puis là, on avait justement géométrie, on n'avait pas beaucoup de jeux intéressants qui permettaient de faire ça. Mais ça demande à l'enseignant un gros travail de création de scénarios pédagogiques. Et puis, si on associe des masses ou des poids à chacun de ces blocs, eh bien, ça peut faire des tas de calculs qui deviennent assez intéressants. Et puis après, on peut se demander comment je représente aussi un de ces bâtiments que j'ai créé en 3 dimensions, comment je le représente en 2 dimensions, comment je le représente sous cet angle-là, avec quel outil je vais le faire. Donc vraiment, le jeu est un matériau de base, mais n'est pas forcément l'objectif final. Et puis un 5e type possible de détournement, ce ne sera pas exhaustif, ma liste bien sûr, ça va être celui où l'élève va devenir lui-même créateur de jeu, c'est-à-dire qu'il va commencer à apprendre des règles qui permettent de programmer ou d'automatiser des choses. Donc il va apprendre à représenter un système d'interaction via des simulations. Ça paraît compliqué, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il va apprendre, en fait, c'est à créer, ça c'est une petite règle d'automatisation toute simple. Si l'événement A se produit, alors se produit ensuite l'événement B. Ou si je rencontre telle chose, je vais faire cela. Eh bien, il y a des petits jeux pour les enfants où on apprend à construire, enfin des petits logiciels où on apprend à construire son propre jeu. J'en ai pris un très simple qui s'appelle Stagecast Creator. La version, il y a une version gratuite de 3 mois, je crois qu'il est assez longue, donc on peut le tester assez bien. Il est payant malheureusement, mais on peut faire des petites simulations. Ici, ma capture d'écran est un peu floue, je suis désolée. Par exemple, lorsque la pluie tombe sur la fleur, ma fleur va grandir. Si il se passe A, alors l'événement B se produit. On apprend une petite règle. Et l'enfant apprend que dans un système, les différents éléments sont en interaction, puisque les différentes règles vont produire des effets sur d'autres objets. Par exemple, si mon abeille va butiner sur la première fleur, eh bien, il va pouvoir créer d'autres fleurs après. Il y a d'autres éléments qui vont s'enchaîner. Et ici, un exemple aussi, c'est des petits jeux en 2 dimensions, donc des jeux de plateau qui sont créés ainsi. Par exemple, lorsque le petit personnage va rencontrer un objet devant lui, on peut programmer qu'il va simplement sauter par-dessus l'objet, ou qu'il va descendre, ou qu'il va reculer, etc. Donc l'enfant a tout un choix de possibilités de programmation d'action. Et oui, 5 minutes, ça ira tout à fait bien. Voilà comment se programme une règle. Vous avez la situation avant, si il se passe cela. Donc si devant vous, il y a un espace vide, alors, situation d'après, votre personnage avance d'une case dans l'espace vide. D'accord ? J'aurais pu programmer qu'il avance de 2 cases, ou 3 cases, ou 4 cases, ou bien éventuellement qu'il recule. Donc ça, c'est simple, une toute petite règle, et vous avez déjà fait de la logique algorithmique, quand vous avez compris ce genre de règle. Ici, une autre règle en 2 étapes.
eh bien, vous voyez, j'aimerais que mon personnage, eh bien, il descende, eh bien, je programme simplement pour que quand il y a un espace vide devant elle et en dessous d'elle, eh bien, ma petite héroïne saute en bas de l'obstacle, tout simplement. Et puis ensuite, on met les règles dans l'ordre, dans l'ordre le plus logique possible, parce que vous allez voir qu'en fait, on a besoin de tester le fonctionnement des règles pour que ça fonctionne dans le jeu. Parce que si on ne met pas les règles dans le bon ordre, eh bien, tout simplement, votre personnage ne va peut-être pas descendre avant d'avancer, il va continuer d'avancer et puis descendre après. Donc il faudra tester non seulement le fonctionnement des règles, mais leur ordre. Vous voyez, on les met après dans leur 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis là, par exemple, c'est un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, il teste empiriquement si ces règles fonctionnent parce qu'il va essayer son jeu. Et là, par exemple, j'ai fait une erreur dans les règles. J'aurais dû programmer que quand il y a un espace en dessous, mon personnage descend. Alors que là, il continue à voler dans les airs. Et moi, je voulais qu'il descende. Donc ça me montre que j'ai fait une erreur. On revient en arrière, on regarde si c'est l'ordre des règles qui est faux ou si c'est mes règles qui sont mal construites. Et c'est ça l'intérêt, je trouve, de ce genre de logiciel. C'est qu'on peut tester expérimentalement la logique. Ce qu'on pouvait difficilement faire avec des exercices classiques où c'était les enseignants qui devaient corriger ce genre de problème-là. L'élève peut revenir en arrière et essayer de trouver lui-même pourquoi ça ne marche pas. Voilà, et puis vous trouvez dans le guide qui est accessible en ligne, on a fait un petit guide pour la Fondation Educa qui est destiné spécialement aux enseignants sur les différents jeux qu'on peut utiliser à l'école. Et les entrées du guide sont à partir des différents types de pédagogie. Si vous voulez utiliser tel type de pédagogie, il y a plutôt ce genre de jeux-là qui vous seront utiles ou pas. Et puis, il y a aussi des entrées à partir des domaines disciplinaires, sciences, etc. Puis il y a aussi une partie sur entre guillemets, les risques, les stéréotypes qui sont véhiculés dans certains jeux, etc. Les stéréotypes de genre, notamment. Donc il y a une partie aussi sur la prévention à la fin du guide, et il est gratuitement accessible sur la Fondation Educa. Voilà. Puis, pour ceux qui veulent lire le détail sur la logique algorithmique, il y a un petit article qui est par un non-éducateur que je peux vous donner sur la clé. Voilà. Merci.